Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des previews d'équipe. Mais avant tout, je ne suis pas tout seul, je suis avec Emma Salut Hippo, salut les gars. et avec Yorick. Salut à tous. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode sur la Jumbo-Visma. Donc gros épisode parce que c'est une des peut-être la plus grosse équipe de l'année. On va en discuter. On va d'abord revenir sur la saison 2023. Évidemment, on parlera du mercato aussi. On notera le maillot. On présentera un peu tous les pôles. Mais bon, vu que c'est Jumbo, ils sont un peu forts partout. Et puis, on fera des petits pronos pour la saison 2024. Combien de victoires pour Jumbo? Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et Thomas qui sont en difficulté. Derek Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Michel Landin. Du coup, la saison 2023, elle a été plutôt riche en succès, puisqu'ils ont gagné les 3 grands tours, voilà, bon, sans trop de problèmes. Aucun monument, par contre, c'est peut-être une petite tâche, mais bon. 69 victoires, 38 ans dans le tour, deuxième du classement UCI. Bon, je sais pas s'il vaut grand-chose, ce classement UCI. Emma, la saison de Jumbo, elle est plutôt réussie, on peut dire. Ouais, je crois que ça va être compliqué de faire mieux. Après, oui, voilà ce que tu disais. Je pense que la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est les monuments, avec la saison de Wout van Aert qui a été quand même assez décevante, au moins sur les classiques. Mais après, bon, c'est clair que dans les courses à étapes, ils gagnent les 3 grands tours. Et puis à côté, ils ont gagné beaucoup de courses à étapes, que ce soit avec Vingegaard ou avec Roglic. Ouais, les monuments, bon, ça fait un peu tâche. Après, faut aussi dire que bon, ils ont pas eu non plus énormément de chance, notamment sur un Paris-Roubaix. Voilà, sur le problème aussi, c'est notamment sur le Tour des Flandres et Milan-San Remo, bah, tu tombes juste sur un Mathieu Van Der Poel qui est imbattable. Et après, sur un Paris-Roubaix, c'est quand même une belle question, quoi. Enfin, tu avais un Laporte qui était en très grosse forme, problème mécanique au niveau de la trouée d'Arambert. Pareil, Van Aert qui semblait être mieux que lors du ronde, qui avait l'air en tout cas en mesure de suivre Van Der Poel. Pareil, problème mécanique directement, et après, c'était entre guillemets fini pour lui. C'est bon, voilà, c'est les aléas de la course. Mais après, c'est clair que sinon, hormis, ce petit défaut, on va dire, de leur saison, c'est clair que, bah, elle est parfaite, quoi. Enfin, tu gagnes partout, sur tous les terrains, les 3 grands tours. En plus, tu te permets de faire un, 2 et 3 sur le dernier grand tour de la saison, quoi. Donc le niveau, de performance est quand même assez, incroyable. Et c'est vrai que, elle a été très forte en globalité, je trouve, cette équipe. Et du coup, qui est-ce que vous mettriez en homme de la saison? Plutôt Vingegaard ou plutôt Roglic? Moi, je mettrais plutôt Vingegaard parce que Roglic, on sait qu'il peut être vraiment très fort. Et Vingegaard, finalement, c'était un peu la première année où on le voyait à un tel niveau. Enfin, voilà, il avait gagné le Tour de France la saison d'avant. Mais sinon, bon, il avait fait 2 du Critérium du Dauphiné, mais sinon, on l'avait pas trop vu vraiment sur les courses à étapes. Enfin, pas aussi fort en tout cas. Alors que là, à part Paris-Nice, toutes les courses par étapes auxquelles il participe, il gagne et souvent avec beaucoup d'avance. Moi, je dirais plutôt Vingegaard que Roglic. Ouais, je suis d'accord, et surtout l'avantage d'un Vingegaard, c'est que, bah, sur le Tour de France, il a été impérial. Mais il y a eu une grosse lutte parce qu'en face, c'était Tadej Pogačar, tu vois? Mais alors qu'un Roglic, bah, sur son Giro, il était à la lutte avec Geraint Thomas et Almeida. Alors, ils étaient certes sûrement très en forme, mais bon, c'est pas du même niveau que Tadej Pogačar. Et quand on connaît Roglic et le niveau qu'il est capable d'avoir, bah, tu t'attends quand même à ce qu'il soit un peu au-dessus de ces gars-là. Et même, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Emma. Globalement, on l'a vu vraiment capable de gagner autre part que sur les grands tours, Vingegaard, cette année. Et du coup, pour ça, je dirais aussi que c'est l'homme de la saison, côté Jumbo. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Quand tu gagnes le tour avec 7 minutes d'avance sur Pogacar, c'est plutôt compliqué de dire que t'es pas l'homme de la saison. Après, oui, grosse saison aussi de Primoz Roglic, qui a été très très bon. On peut aussi citer Olaf Koy, qui a pas été mauvais. Sepp Kuss aussi, qui fait les 3 grands tours. Enfin bon, Christophe Laporte aussi, d'un oui, côté ah oui, français, Christophe grosse saison Laporte. aussi. Mais ouais, en tout cas, de toute façon, c'est une grosse saison de toute l'équipe Jumbo, avec un Van Aert, comme vous l'avez dit, un peu plus décevant, mais bon. Décevant pour Van Aert, c'est quand même très très bien. L'équipe, elle a pas mal bougé cette saison. Il y a eu des gros départs. Yorick, tu peux nous parler peut-être des départs? Ouais, bah, niveau départ, on va pas.
J'en parle justement pour le Giro, mais niveau départ, bah, c'est Primoz Roglic qui part chez Bora à la toute fin du mercato. Donc on avait en plus ce feuilleton pour savoir s'il irait chez Ineos ou quoi à la fin. Au final, c'est Bora qui rafle la mise. Et sinon, après, on peut parler aussi d'un Juan Dennis qui a pris sa retraite, d'un Tobias Foss, du coup, qui est allé chez Ineos. En retraite, il y a également bah, Jos van Emden et Lennart Hofstede. Tu as aussi Nathan Van Hooydonk qui, lui, malheureusement, a dû prendre sa retraite avec ses problèmes de santé. Et enfin, on a deux départs côté DSM avec Guy Slimerise et Timo Rosen. Et enfin, Sam Oomen qui quitte Jumbo pour aller chez la Lidl Trek. Donc, au niveau départ, c'est quand même. Tu perds, entre guillemets, bah, tu perds quand même une pièce importante avec Nathan Van Hooydonk, en plus, bien entendu, de Primoz Roglic. Et on va dire Tobias Foss, mais à moindre mesure. Mais sinon, c'était quand même vraiment que des équipiers qui étaient là pour faire le travail ou partir en échappée. Donc, c'est pas non plus les pertes les plus embêtantes. Mm. Et puis de l'autre côté, bah, il y a eu un plutôt gros recrutement. Emma, tu peux nous en dire plus? Bah oui, c'est vrai que, enfin, surtout par exemple avec leur montée des petites pépites que sont Stan Agnes ou encore Johan Stonminten, qui je pense vont bien éclore. Et puis, enfin, bien sûr, après Ben Tullet ou encore Matteo Jorgensen, qui sont d'excellents grimpeurs et qui vont pouvoir juste relever bien le niveau de l'équipe encore plus. Bah, la pépite Janouch de Brooks, auquel on s'attendait pas beaucoup. Et enfin voilà, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé exactement, mais c'est clair que ben là, enfin ils ont la relève pour les années à venir, en tout cas pour le lead des classements général aussi. Donc bah, c'est clair qu'ils perdent Primoz Roglic, mais bon, quand on voit le recrutement qu'ils font et les coureurs qu'ils ont encore dans leur équipe, bah ils perdent pas beaucoup au change, je pense, en tout cas sur le long terme. Et en plus, quand tu vois, moi, celui que j'attends beaucoup, c'est Jorgensen. Parce que quand on voit son année 2023, où il a été assez fort sur les classements généraux, mais aussi sur les classiques, tu te dis que c'est un mec avec peut-être le fameux bonus jumbo, comme on voit, peut-être que comme Laporte a pris, ça pourrait devenir un très très gros coureur. Moi, c'est quelqu'un que j'attends beaucoup au tournant. Et puis évidemment, Sijanovic Tobruk, voilà, son arrivée, elle a été un peu chaotique. Je sais toujours pas si c'est vraiment réglé. Ils sont toujours en procès, il me semble, les deux équipes. Mais voilà, pareil, avec le bonus Jumbo, ça pourrait être un sérieux prétendant à un grand tour dans les années à venir. En tout cas, sur le long terme, comme l'a dit Emma, ils sont gagnants, hein. Tu remplaces Roglic, certes, qui à l'instant T reste meilleur que Brooks, mais bon, et Roglic, il a quoi? Il a 34 ou 35 ans déjà. Donc tu sais que bah, il arrive sur la fin de carrière. Alors qu'avec un Brooks, t'en as pour minimum 10 ans encore au top niveau. Donc à l'instant T, tu perds peut-être un peu, mais sur le long terme, tu es largement gagnant. Et c'est très malin, entre guillemets, leur recrutement, parce que voilà, c'est axé autour d'Jurgensen et Brooks. Et après, tu ramènes quand même, tu fais monter tes jeunes pépites, comme a parlé Emma, avec aussi Lou Van Bell. T'as quelques petits équipiers, on peut penser à un Bart Lehman ou un Julien Vermote qui vont être là pour être aussi équipiers et reprendre un peu ces rôles que bah, malheureusement beaucoup ont laissé en partant de la Jumbo. Donc franchement, non, c'est une très très belle équipe. Et du coup, vous mettriez combien au mercato de la Jumbo? Moi, Euh, franchement, 4 étoiles, hein. C'est difficilement. Enfin, c'est compliqué de faire mieux, je trouve. Et même, ce qui aurait pu être un peu un problème, c'est à savoir le départ de Roglic. Bah, derrière, au résultat, ils s'en sortent à merveille et ils te cherchent Siano Brooks. Donc pour moi, il est juste parfait de A à Z. Il y a pas autre chose à dire. Ouais, oui, moi je suis d'accord avec Yorick. Enfin, c'est compliqué de faire mieux. Et puis c'est ça, enfin, si on parle d'un investissement à long terme, là c'est clair que enfin, ils sont gagnants pour plusieurs années et que bah, c'est vrai que le départ de Primoz Roglic est vraiment très bien compensé avec les coureurs qui viennent de recruter. Ouais, bah, je suis d'accord. Et en plus, en fait, le problème de la Jumbo, c'est que il fallait juste remplacer Roglic, quoi. Ils n'avaient pas forcément besoin de recruter un meilleur de monde pour que leur équipe tourne bien, vu qu'elle était déjà exceptionnelle. Donc, ouais, 4 étoiles, ils ont assuré, on va dire, l'après Roglic. Et puis même, ils ont pris des nouveaux jeunes. Donc, bon, pour moi, c'est un très très bon mercato.
On va pouvoir passer au maillot du coup, parce que l'équipe a changé de maillot, donc bon, ça n'a pas changé forcément drastiquement, les couleurs principales restent les mêmes. Mais il y a eu quand même un petit changement, un petit changement. Voilà, le maillot est un peu plus jaune, un peu plus, je sais pas quoi, un peu plus clair, on va dire. Moi, je le trouve pas moche, mais pas incroyable. Je lui mettrais 3 étoiles. Après à voir, parce que du coup avec ce maillot jaune, ils vont sûrement le changer pour le Tour de France, donc on verra à ce moment-là. Vous lui mettez combien à ce maillot? Ouais, moi j'aime beaucoup. Enfin, moi je trouve que ça les représente bien aussi. Et puis, enfin, je sais pas, ils ont mis des espèces d'alvéoles qui représentent un peu les abeilles, comme on les appelle, jaunes et noires. Moi, je sais pas, je mettrais 4 étoiles. Je trouve que les alvéoles, ça rajoute quelque chose aussi et enfin, ça rappelle vraiment l'équipe, comment on les surnomme les abeilles, quoi. Ouais, moi pareil, je trouve le maillot très joli, très réussi. Je dirais allez 4 étoiles aussi. Ok. On va pouvoir passer aux différents pôles. Et donc là, ça va peut-être être un peu plus long pour les autres équipes, il y a un nombre de coureurs pour chaque pôle assez incroyable. On va commencer par le pôle classique. Yorick, tu peux nous en parler? Bah évidemment, le pôle classique en leader principal, bien entendu, ce sera Wout van Aert. Et après, on peut compter sur des coureurs comme Dylan van Baarle et Christophe Laporte, notamment pour les classiques flandriennes. Et on peut également penser côté ardennaise, donc bien entendu un Wout van Aert également qui est capable de faire les deux, mais pourquoi pas aussi un Jorgenson ou aussi un Ben Tullet qui sont capables de faire du très gros travail, ou même Tige Benoît, pardon, je l'ai oublié, Tige Benoît qui pareil est capable de faire d'excellents résultats sur les deux types de classiques. Donc bon, c'est simple, ils ont Wout van Aert qui on connaît et tous les gens partent dans les top 3 meilleurs coureurs de classiques, notamment flandrienne. Dylan Van Baarle qui a remporté Paris-Roubaix il y a 2 ans. Et Christophe Laporte qui est capable de faire des places et qui a gagné aussi quelques classiques World Tour. Donc, enfin, leur pôle classique est juste phénoménal. Donc, c'est vraiment total impressionnant et je pense qu'ils vont quand même viser au moins, comme encore cette année, la victoire sur au moins un des deux monuments pavés notamment. Oui, c'est clair que enfin, leur équipe est très complète, en fait. C'est ça aussi les Jumbo, c'est que en fait, ils ont plusieurs cartes et que, bon, bien sûr, enfin, le gros leader, ce sera Van Aert. Mais déjà, sur Milan-San Remo, par exemple, ils ont prévu de faire avec Christophe Laporte. Donc là aussi, ça fait une belle chance française et ça va être intéressant aussi de voir qui vont mettre qui, en fait, et quel leadership ou co-leadership ils vont associer, parce que c'est clair que enfin, ils peuvent faire de belles choses à eux tous. Puis, il y a aussi leur pépite là, Per Strand Agnes, qui a bien marché chez les U23 là, sur les classiques aussi. Donc il va être intéressant à suivre, dans son développement et pourquoi pas dès cette année, pas forcément un monument, mais au moins, peser sur la course des classiques, ça peut être intéressant. Ouais. Surtout, ce que je trouve étonnant, c'est que la Jumbo elle domine un peu tout, mais que le dernier monument de Jumbo, c'est Roglic, non? C'est Roglic sur Liège en 2020, il me semble. Je trouve ça assez étonnant qu'ils n'arrivent pas comme ça à aller gagner des monuments, alors qu'ils ont un mec comme Van Aert qui peut gagner, je pense, facilement 4 des 5 monuments, ou qu'ils ont même voilà, un Roglic, même un Vingegaard sur un Lombardie. Faut prendre en compte aussi que Vingegaard, les courses d'un jour, bah, ça a jamais été son point fort et on l'a Ouais, déjà c'est vrai. vu. Alors peut-être que cette année, justement, comme il n'y a plus Roglic, peut-être on va le voir, je sais pas, sur une flèche wallonne ou à Liège, et à tous les coups, il va nous surprendre comme un Remco a pu le faire par le passé en remportant directement. Et après, par rapport à Laporte, bah, on connaît sa poisse, hein, toujours. Alors là, il est aussi dans ce rôle d'équipier, mais même quand il est en forme, on l'a vu cette année, on l'a vu l'an passé, à chaque fois que sur les moments vraiment importants, faut qu'il soit là. Il a toujours, tu sais, sa petite crevaison, ce petit problème mécanique qui arrive et qui lui bousille un peu la course. Et Van Aert, bah, Van Aert, il est toujours là, hein, mais le problème, bah, c'est qu'il gagne pas, mais il est toujours placé. San Remo cette année, Paris-Roubaix, l'an passé également encore deuxième, toujours deuxième, troisième, un truc comme ça. Donc, il faudrait aussi que Van Aert réussisse à enfin conclure, parce que bah, il est souvent podium, mais jamais vainqueur. Donc, c'est aussi à Van Aert d'aller enfin chercher cette victoire qui ferait beaucoup de bien à Jumbo. Et du coup, pour les classiques plutôt flandriennes, vous mettriez, je pense, Van Aert leader, on peut dire.
Laporte en co-leader avec peut-être, je sais pas, soit un Van Barle, soit un Jorgensen, non? Ce serait plutôt un truc comme ça. Oui, je pense. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, je pense après, moi je mets pas de débat entre Jorgensen et Van Baarle, tout simplement parce que Van Baarle, ça reste quand même le vainqueur de Paris-Roubaix, quoi. Donc je pense que de base, il part aussi avec ce statut de coureur important leader, contrairement à Jorgensen. Et en plus, je serais pas étonné non plus que malgré les belles performances faites l'an passé, Jorgensen ne soit pas forcément aligné sur les Flandriennes, vu déjà le matos à disposition côté Jumbo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour les classiques plutôt ardennaises, vous verrez qui? Est-ce que vous voyez Van Aert les faire ou pas? Bah en fait, la question, ouais, c'est par rapport au Giro, en fait. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va prendre le risque juste avant le Giro d'aller les faire? Pas sûr. Oui, ça, peut-être qu'on verra plus du coup un Christophe Laporte, enfin avec les équipiers plus du Tour de France, de deuxième partie de saison, faire les classiques ardennaises que justement un Van Aert qui a pour objectif le Giro cette année peut-être. Je pense que s'ils doivent partir avec un leader sur les classiques ardennaises dans l'optique où Van Aert n'est pas là, je pense que ce sera un Jorgensen ou un Thiel Benoot qui sera leader. C'est un peu, entre guillemets, leur point faible, on va dire, cette année, les classiques ardennaises, en l'absence forcément de Van Aert. Mais où on n'est pas non plus à l'abri que peut-être un Vingegaard soit aligné au dernier moment, un peu en surprise ou quoi. Mais là, je dirais quand même que ce serait Benoît qui partirait avec ce rôle de leader sur ces classiques. Et pour les classiques plutôt italiennes, donc italienne, ça, bon, c'est un peu un terme générique, mais ça englobe Milan-San Remo et puis un peu les classiques de fin de saison avec le Lombardie. Du coup, est-ce que vous verriez peut-être un Laporte, leader sur Milan-San Remo, vu qu'apparemment il n'y aura pas Van Aert? Oui, bah, carrément. Mais je crois que d'ailleurs il a déjà été annoncé, mais oui, puis ça va être enfin, je pense que Christophe Laporte, il a encore des choses à prouver et je pense que enfin, c'est une manière aussi pour Jumbo de le tester, de le mettre réellement leader et pas en co-leader et de vraiment prouver sa force aussi. Enfin, en tout cas, ça va être intéressant pour Christophe Laporte cette saison. Après, pour Laporte aussi, il faut dire qu'il est quand même assez allé la chercher, aller chercher ce statut de leader de par ses performances ces dernières années, surtout l'an passé où il est vraiment allé chercher beaucoup de victoires en plus du championnat d'Europe. Mais après, par exemple, voilà, sur Milan-San Remo, ils ont prévu aussi un Olaf Koy. Donc, à voir aussi comment ça va se passer si Olaf Koy arrive à suivre le rythme dans le Poggio que vont sûrement imposer les Van Der Poel, Pogacar, etc. s'ils participent. Et si ça arrive en arrivée groupée, est-ce que Laporte va jouer sa carte ou est-ce qu'il va plutôt la jouer pour Koy? Donc ça va être une bonne question à se poser. Après, pour le Lombardia, bah, moi je verrais bien, peut-être, comme Vingegaard, c'est pas son point fort et que ça m'étonnerait qu'il le fasse après la saison. Pourquoi pas un petit Kanoite Brooks ou Matteo Jorgensen, j'avoue, sur ces petits classiques de fin de saison là. Je pense que je les vois bien avoir un peu ce rôle de leader sur ces courses-là aussi. Bah ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le Lombardie, il le fait pas souvent, Vingegaard, et puis ouais, comme tu as dit, c'est pas forcément sa qualité première. Donc ouais, pourquoi pas avoir une équipe un peu plus jeune sur Lombardie, tenter des petits trucs. Et puis bon, surtout que même quand ils mettent pas leur gros leader, ils peuvent être quand même très très dangereux. Je pense qu'on va pouvoir passer au second pôle, donc c'est le pôle sprint. Le pôle sprint, bon, bah, on peut penser à des noms comme Olaf Koy, même Wout van Aert. Après, il s'est peut-être un peu affaibli le pôle sprint ces dernières années avec les départs de Groenewegen, même de Decker qui était pas mauvais. Mais bon, quant à Olaf Koy, ça reste quand même un très très bon pôle. Oui, clairement et puis, bon, il y a Christophe Laporte aussi qui nous a Oui, montré c'est vrai. qu'il sprintait très bien. Et oui, non, mais après, enfin voilà, quand même, Olaf Koy, je pense qu'il va faire de sacrées choses et puis il est encore jeune, donc il a encore du progrès, mais c'est vrai que peut-être c'est le pôle où ils sont le plus faibles. Bon, après, ils restent pas faibles quand même, mais c'est là où ils ont peut-être le moins de coureurs capables de sprinter, en tout cas. Ouais, voilà, très peu de coureurs, mais les 2-3 coureurs que tu as dans ce pôle-là sont juste, font partie des tout meilleurs du monde. Donc, t'as pas trop de soucis à te faire. Et puis, c'est aussi des coureurs qui, alors en tout cas pour la portée Van Aert, qui en plus sont capables de sprinter sur vraiment des étapes très toutes plates, comme sur des étapes où il y aura beaucoup plus de dénivelé, où ce sera plus accidenté grâce à leur faculté à très bien passer les bosses. Donc c'est aussi des sprinteurs tout-terrain qui sont capables de gagner même si ça grimpe un peu, quoi. Donc
T'as 3 mecs pour le faire, mais les 3 mecs sont juste excellents dans ce domaine-là, donc t'as pas de problème à te faire par rapport à ça. Et du coup, vu Van Aert va faire le Giro, ça on le sait. Il me semble que Coy a été annoncé sur la Vuelta. Dites-moi si je me trompe. Et du coup, j'imagine que Laporte irait sur le Tour, mais bon. Laporte, on l'a vu cette année, c'est peut-être pas forcément pour sprinter, ce sera surtout pour aider Vingegaard. Donc, je pense pas que le sprint soit un très gros objectif de Jumbo cette saison. Pourquoi pas avec Coy, qui irait du coup sur la Vuelta, pourquoi pas aller chercher une ou deux étapes. Coy, de Et ce que Van je Aert. vois, là, il est prévu sur le Giro, puisque sur la Vuelta, t'as Ah Kuss, oui. Van Aert, Tulet, Racing et Vingegaard qui sont prévus là, selon Pro Cycling Stats sur la Vuelta. Ah oui, ok, oui, je me suis trompé, ok. Donc sur le Giro avec Coy, et du coup, bah, peut-être les sprints pour Van Aert sur la Vuelta, et peut-être Laporte, il a sa chance sur le Tour, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, ils ont essayé avec, bah, c'est ça en fait, c'est leurs 3 gros sprinters, du coup, ils les répartissent un peu, voilà, Olaf Koch, ça va être son premier grand tour, donc ça va être intéressant et puis, Christophe Laporte, enfin, on l'avait vu avant le Tour de France sur le Dauphiné, il avait gagné 2 étapes, il me semble, plus maillot jaune, donc pourquoi pas, sur le Tour de France aussi essayer, de sprinter. Enfin, voilà, on l'a vu sur le Tour de France, 2022 qu'il avait remporté un sprint et l'an dernier, il a sprinté pour, Van Aert. Donc oui, ça peut être intéressant, au moins sur le Tour et puis après oui, bah, la Volta pour Van Aert, les sprints. Et du coup, pour finir, le pôle grimpeur, donc ça c'est un des pôles les plus importants, avec évidemment bah, Vingegaard sur le Tour, un peu comme tous les ans, j'ai envie de dire, avec son objectif principal. Mais du coup, sur la Vuelta et sur le Giro, qui est-ce que vous voyez comme leader pour Jumbo? Bah, sur le Giro, si je dis pas de bêtises, ils avaient prévu notamment un Kian Brooks. Donc, si Kian Brooks, je vois que parmi les grimpeurs, selon Pro Cycling Stats sur le Giro, tu aurais Kian Brooks et Wilco Kelderman. Et sur la Vuelta, tu aurais Sepp Kuss, notamment avec Ben Tullet. Donc, je pense que voilà, sur le Giro, en tout cas, ce sera Kian Brooks qui aura ce statut de leader du classement général. En plus, on l'a vu sur cette Vuelta. Qu'il était quand même déjà très performant, même si chez Labora, il fait 6 ou 7e du général final. Donc on peut se douter qu'en plus, bah, forcément, comme il est jeune, il va forcément progresser cette année. En plus, chez Jumbo, il aura vraiment ce qui se fait de mieux, quoi. Donc franchement, je pense que Kian est largement capable d'aller chercher un top 5, voire un podium sur le Giro cette année. Et puis après, bon, bah, tout comme tu as Vingegaard sur le Tour et sur la Vuelta, de base, ce sera lui. Mais est-ce que peut-être il refera un cadeau à Kuss selon les conditions? Il faudra voir. Oui, c'est ça. Bah, sur le Giro, c'est, l'évolution de Kian qui va être intéressante à suivre. Sur le Tour, bon, beh, Vingegaard, voir s'il est capable de gagner un 3e Tour de France et voilà, voir s'il tombera sur plus fort que lui ou pas et qui ce sera. Et après, bah, sur la Volta, oui, enfin voilà, on a vu que le duo, Kuss-Vingegaard marchait vraiment très, très bien. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, oui, ils ont des belles cartes. Sur le Giro, ce sera compliqué de le gagner, mais après le Tour de France et la Volta, ils sont en capacité de les gagner. En plus, ce que je note, enfin, moi j'avais surtout l'impression que ces dernières années, l'équipe du Giro de la Jumbo était relativement faible par rapport à ce qu'ils alignaient sur le Tour de France et la Vuelta. Quand tu regardes la start list de cette année, enfin de la start list, les noms prévus, là, Van Aert, Koy, Brooks, Kelderman, Racing, Affini, Tratnik, tu as quand même maintenant aussi sur le Giro une équipe quand même qualitative et qui peut jouer et contrôler un peu sur tous les terrains. Donc ça va être aussi d'autant plus intéressant à voir comment Kian va pouvoir gérer ce Tour d'Italie. Oui, Ouais. totalement, surtout qu'il me semble qu'ils ont annoncé qu'ils partaient surtout pour les victoires d'étape. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que, par exemple, Kian teste, une échappée comme, Kuss l'avait fait sur la Vuelta, qui permet aussi, un rapproché au classement général ou quelle stratégie va être mise en place pour, faire le meilleur résultat possible? Je sais pas. Et moi j'avais une question, bon c'est une question, voilà, c'est une question pour poser la question, mais quand on voit la faiblesse de la start list, enfin la faiblesse, on va pas dire ça, mais quand on voit qu'il n'y a pas vraiment de vrais gros leaders sur le Giro, il y a Sian mais qui est un peu jeune, est-ce que vous pensez que l'idée du général trotte un peu dans la tête de Van Aert ou que pas du tout et qui vient pour les victoires?
C'est compliqué à dire, je pense, parce qu'on a vu Richard Plug, il me semble, dire qu'ils avaient envie de tester Van Aert sur un classement général sur un grand tour. Et on a vu Van Aert plutôt démentir l'affirmation en disant que, juste, lui, c'était pas ce dans quoi il voulait se spécialiser. Donc, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, c'est sûr que si Van Aert a l'occasion de se tester sur un classement général, je pense qu'il le fera quand même parce que, juste, quand on voit son niveau sur le Tour de France et à quel point il est capable d'amener Vingegaard en montagne, c'est juste phénoménal. Mais après, du coup, il y a l'entrée de Hugh de Brooks, forcément, qui change un peu, je pense, les plans de l'équipe, en quelque sorte. Et qui, du coup, ils mettent peut-être plus lui en classement général pour que Van Aert aille vraiment chercher des victoires. Mais je sais pas, en tout cas, je pense que si l'occasion se présente, Van Aert essayera, tout du moins, de voir à quel point il peut être performant sur 3 semaines pour jouer un classement général. Après, l'avantage pour lui, c'est aussi qu'on est sur un Giro, comme on l'avait déjà dit dans une vidéo précédente, que le Giro cette année est pas très montagneux, donc ça va aussi lui profiter à Van Aert. Maintenant, est-ce qu'il a envie je pense pas que Van Aert ait envie, sachant que son objectif principal, ça reste les JO à Paris. Est-ce qu'il aura envie de s'infliger, entre guillemets, ces 3 semaines un peu à haute intensité, avoir cette faculté à courir un peu à contre-nature, parce qu'on le sait très bien que Van Aert, c'est un coureur très très offensif. Est-ce qu'il va avoir cette faculté à rester souvent dans le peloton, à ne pas bouger, à ne pas imprimer de tempo ou quoi, à suivre les attaques? Je sais pas. Et en plus, par exemple, tu as un Tadej Pogacar en face, quoi. Donc comment est-ce qu'il va réagir face à un Tadej Pogacar? Je sais pas. Moi, je pense que comme tu as Heutebrooks, c'est aussi Kelderman. Kelderman qui a quand même fait troisième du Giro il y a 3 ans ou 4 ans. Donc c'est aussi à prendre en compte. Je pense pas Van Aert va partir dans l'optique de jouer général. Mais je serais pas étonné que, comme sur le Tour de France ces 2 dernières années, il te fasse un petit top 15 ou top 20 au général assez facilement, quoi, en faisant l'équipier, en faisant un peu le train dès qu'il aura chopé ses victoires d'étape. Du coup, on peut peut-être aussi parler rapidement des petites pépites de la Jumbo, parce qu'il y a quand même de la jeunesse dans l'effectif. On a parlé de Sian Heutebrooks. Il y avait aussi l'anglais Thomas Gloag. Donc, on l'avait vu pas mauvais en début de saison, mais il a un peu disparu. Pourquoi pas le voir un peu exploser cette saison. Je sais pas s'il y a d'autres coureurs dont vous voulez parler. On peut parler d'Olaf Koy, qui de base était en fin de contrat, mais ils ont réussi à le prolonger. Je sais pas comment, mais c'est très bien joué de leur part parce qu'il avait pas fait de grand tour l'an passé. Moi, je m'attendais à ce qu'il quitte la Jumbo, mais ils ont réussi à le prolonger, donc forcément, ça fait partie de ses pépites. Et je crois que tu as aussi Johannes Stonemitedt qui avait fait il me semble que c'est lui ou c'est peut-être Per Strandagenus, enfin, je sais pas, mais tu en as un des deux qui avait fait pareil sur les 5 jours de Dunkerque, une très belle course. Donc tu as quand même des jeunes qui sont prêts chez Jumbo, et forcément aussi Ben Tullet, comme tu as parlé, Thomas Glock qui a sûrement progressé pendant l'intersaison. Donc ouais, c'est niveau jeunesse aussi, c'est très très fort côté Visma. Oui, puis Stone Mitted, du coup, ça va être intéressant pour le côté grand tour parce qu'on l'a vu gagner le Baby Giro. Il était favori pour le Tour de l'Avenir, mais il est tombé, donc il a dû abandonner. Mais oui, ça va être, en tout cas sur les courses à étapes, je crois qu'il est déjà prévu. Je sais plus sur lesquelles, mais oui, ça va être intéressant à voir. Et puis, ils ont aussi des belles pépites dans leur pôle de développement. Donc, il faut pas s'en faire pour eux, quoi. Ouais. C'est quand même fou quand tu y penses, parce que vraiment, la Jumbo, il n'y a vraiment aucun point faible. C'est-à-dire, même dans la formation elle-même, ils ont quand même des super coureurs, quoi. C'est vraiment phénoménal de voir à quel point cette équipe est complète de A à Z à tous les échelons, quoi. C'est impressionnant. Ah bah c'est clair que là, ils sont bien pour des années encore, hein. Ah La voilà. Jumbo, c'est pas demain qui vont s'écrouler normalement. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les pôles. Je sais pas si vous avez des coureurs dont vous avez envie de parler ou c'est bon. On peut parler un peu, bon, c'est pas des coureurs sur lesquels on s'attend vraiment à des performances, mais on a toujours les anciens Kruijswijk et Racing qui seront là un peu dans ce rôle de capitaine de route. Et après aussi, lui, on n'en a pas beaucoup parlé, on en aura que très rapidement, mais c'est Sepp Kuss, donc à voir comment lui
Ça va être intéressant aussi à voir sa gestion chez Jumbo, enfin chez Visma, pardon, cette année. Parce que bon, quand tu sors, quand tu es vainqueur d'un grand tour, alors même si, oui, Vingegaard et Roglic lui ont fait entre guillemets ce cadeau, ça reste quand même, tu as ce statut de vainqueur sortant d'un grand tour. Donc comment va falloir aussi composer avec ça cette année, comment, comment Sepp Kuss va gérer ça? Est-ce qu'il va aussi demander à avoir plus de responsabilités plutôt qu'être constamment l'ange gardien d'un Jonas Vingegaard? Ça va être aussi très intéressant à suivre cette année. Oui, puis du coup, même, en dehors, enfin, par exemple, je pense qu'ils aligneront, Vingegaard sur Paris-Nice et du coup, ils peuvent aussi, aligner un Sepp Kuss sur le, Tirreno Adriatico, enfin aussi jongler sur les courses à étapes et du coup, voir aussi, vraiment le rôle de leader en quelque sorte que Sepp Kuss, enfin, on a vu qu'il était capable de l'avoir et oui, ça va être intéressant. Enfin, même sur le Tour, on sait que Vingegaard, c'est celui qui viendra défendre le titre. Mais même, enfin voilà, on a vu d'autres compositions d'équipes où il jouait beaucoup, avec, beaucoup de leaders, dans les équipes, notamment chez UAE et Bora. Donc, bah, en tout cas, enfin Vingegaard, il a un autre leader avec lui si jamais il y a un problème comme ça, en tout cas pour le Tour de France, à voir. Mais l'avantage, c'est que, contrairement, bon, Bora, c'est aussi un peu le cas, mais je pense que quand tu as la composition d'équipe, on en parlera si on fait une preview sur eux, mais je pense pas que ce soit la meilleure idée, cet empilement de leader. Mais par exemple, UAE, t'as Pogacar qui double avec le Giro et derrière, bah, tu sais pas trop qui sera leader, tu vois. Alors qu'au moins chez Jumbo, même si t'as ce leader de secours, tu vois, la hiérarchie, elle est claire et nette. C'est Vingegaard avant tout, tu vois. Donc aussi ça qui va faire la force de Jumbo sur le Tour de France par rapport à UAE ou Bora, où voilà, tu sais très bien qui est au-dessus, puisqu'il bah, il a prouvé ces 2 dernières années, il est vainqueur du Tour. Et ça va aussi, voilà, tu vas pas te casser la tête à savoir, ok, mais peut-être lui, il peut gagner ou quoi. Ce qui aurait pu être le cas, notamment sur la Vuelta cette année, mais bon, comme c'était une jambe au-dessus de tout le monde, bah, ils avaient pas trop de problèmes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va passer à la dernière partie de la vidéo, nos pronos pour la saison prochaine. Yorick, combien est-ce que tu vois de victoires au total pour Jumbo et combien World Tour? Alors, je pense qu'ils vont gagner un peu moins que l'an passé, notamment parce que tu perds un Primoz Roglic qui te rapportait quand même énormément de victoires. Donc, allez, au global, je dirais 55, mais bon, l'effectif reste très très fort et très très complet, et donc je dirais, allez, 28 victoires World Tour. Et toi, Emma? Ouais, moi je dirais dans les mêmes eaux, une soixantaine de victoires et ouais, une trentaine au World Tour. Hmm. Bon, moi, je vais dire 70 victoires et 40 victoires World Tour. Parce que même si c'est vrai, t'as raison, qu'ils ont perdu Roglic qui leur faisait gagner beaucoup de victoires, je trouve que cette saison, il y a beaucoup de coureurs qui vont arriver à leur maturation. Il y a des jeunes qui sont là, il y a des mecs comme Laporte et Van Aert qui arrivent à leur meilleur niveau. Donc, moi, je vois une très très grosse saison de nouveau de la part de la Jumbo. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à nous dire voilà, s'il y a un coureur dont on n'a pas parlé, ou voilà, qu'est-ce que vous attendez aussi de cette équipe Jumbo cette saison dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, allez vous abonner à tous nos réseaux et aussi à l'Instagram d'Emma, donc Baroudhonneur sur Insta, de toute façon c'est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle preview d'une équipe française, je pense, cette fois-ci. Et puis voilà, portez-vous bien, salut les gouttes. Salut les gars! Salut!